L'horloge extérieure de la gare, grosse lune rougeâtre en suspens dans le noir, marquait 7h moins 6 minutes. Au moment précis où j'ai ouvert la portière du taxi pour descendre, la grande aiguille a avancé d'1 minute, et je me souviens fort bien de son mouvement saccadé, de la vibration dont elle restait animée, comme si, ayant pris trop d'élan, elle avait peine à se contenir. Un train a sifflé, le mien sans doute. J'étais encombré de petits paquets dont les ficelles menaçaient de se défaire. Le chauffeur ne pouvait pas me rendre la monnaie sur le billet que je lui avais tendu. Il pleuvait à torrents, et j'étais obligé, les pieds dans une flaque d'eau, de déboutonner mon pardessus et mon veston pour chercher de menues pièces dans toutes mes poches. Un autre taxi s'est arrêté devant le mien. Une jeune femme en est descendue, a cherché en vain un porteur, ils ne sont jamais là quand il pleut, et s'est enfin précipitée vers la gare, en portant elle-même 2 valises qui paraissaient assez lourdes. Nous devions nous retrouver l'un derrière l'autre, quelques instants plus tard, devant le guichet. Une seconde allait simple pour La Roche-sur-Yon. Plus grand qu'elle, je voyais par-dessus son épaule l'intérieur de son sac à main doublé de soie moirée. Un mouchoir, un poudrier, un briquet, des lettres et des clés. Je n'ai eu qu'à répéter ce qu'elle venait de dire. Seconde simple, La Roche. J'ai ramassé tous mes petits paquets. J'ai couru. Un employé m'a ouvert une porte vitrée et, quand je suis arrivé sur le quai, le train partait. Mon chargement saugrenu ne me permettait pas de sauter en marche. Un de mes amis, Deltour, le garagiste, debout à une portière, m'a fait signe. C'est inouï ce que cela paraît long de voir le train qu'on vient de rater. Les wagons n'en finissent pas de longer le quai. En me retournant, j'ai aperçu, tout près de moi, la jeune fille aux 2 valises, qui a prononcé « Nous l'avons raté ». Au fait, ce sont les premiers mots, mon juge, que Martine m'a adressés. C'est la première fois, en les écrivant, que cela me frappe. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Je n'étais pas trop sûr que c'était à moi qu'elle s'adressait. Elle n'avait pas l'air autrement dépitée. Vous savez à quelle heure il y a un autre train, vous? À 10h12. Et je regardais ma montre, ce qui était idiot, puisqu'il y avait une grosse horloge lumineuse au milieu du quai. Il ne reste qu'à porter les bagages à la consigne en attendant, dit-elle encore, sans que je puisse savoir si elle parlait toute seule ou si elle tenait à engager la conversation. Le quai de la gare était abrité, mais de larges gouttes tombaient de la verrière sur les voies. Une gare ressemble toujours à un tunnel. Seulement, à l'inverse des tunnels, c'est l'intérieur qui est éclairé, avec le noir aux 2 bouts et un vent froid qui vous en arrive. Je l'ai suivie machinalement. Elle ne m'y invitait pas à proprement parler. Je ne pouvais pas l'aider à porter ses valises, car j'étais suffisamment chargé. Et c'est moi qui, chemin faisant, ai dû m'arrêter 2 fois pour ramasser des paquets avec lesquels j'avais l'air de jongler. Seul, je n'aurais sans doute pas pensé à la consigne. Je n'y pense jamais. Je dépose plus volontiers mes affaires dans un café ou dans un restaurant que je connais. Je serais sans doute allé dîner au buffet, et j'aurais lu les journaux dans mon coin en attendant le train suivant. Vous êtes de La Roche-sur-Yon? J'ai répondu que oui. Vous connaissez Monsieur Boquet? Des galeries? Oui, il est propriétaire d'un grand magasin. Je le connais, c'est un client. Ah! Elle m'a regardé curieusement, et elle devait se demander ce que je vendais. Elle a ouvert à nouveau son sac pour prendre une cigarette et l'allumer. Sa façon de tenir sa cigarette m'a frappé. Je suis incapable de dire pourquoi.
Elle avait une façon qui n'appartenait qu'à elle, de tenir une cigarette. Elle a eu un frisson. C'était en décembre, mon juge. Il y a un peu moins d'un an. Une semaine avant les fêtes, ce qui explique tous mes petits paquets. J'étais allé à Nantes pour conduire un malade qui devait être opéré d'urgence. J'avais fait le voyage dans l'ambulance. C'est pourquoi je n'avais pas ma voiture. Gaillard, le chirurgien, m'avait emmené chez lui après l'hôpital et m'avait fait boire de l'alcool de framboise qu'un de ses anciens malades venait de lui envoyer d'Alsace. « Tu dînes ce soir avec nous ?»« Mais si, mon vieux. Ma femme est sortie. Si elle ne te trouve pas à la maison quand elle rentrera, elle sera furieuse que je t'ai laissé partir. » Je lui ai expliqué que je devais absolument prendre le train de 6h56, que 2 malades viendraient me voir le soir même, qu'Armande m'avait chargé de toute une série de commissions. Cela, c'était fatal. J'ai couru les magasins pendant 2 bonnes heures. J'ai perdu je ne sais combien de temps à assortir des boutons qu'elle aurait fort bien pu trouver à La Roche. J'ai acheté quelques babioles pour mes filles. Il pleuvait depuis le matin, et, en passant d'un magasin à l'autre, je traversais chaque fois un rideau de hachures brillantes. Maintenant, je me trouvais dans le hall de la gare, à côté d'une femme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore dévisagée. Il n'y avait que nous deux en face de la consigne, au milieu d'un vaste espace vide. L'employé croyait que nous étions ensemble. Sans ce vide qui nous enveloppait, qui nous donnait un faux air de solidarité, je me serais probablement éloigné en essayant de prendre un air naturel. Je n'osais pas. Je remarquai qu'elle avait froid, qu'elle portait un petit tailleur sombre très élégant, mais trop léger pour la saison. Elle était coiffée d'un curieux chapeau minuscule, sorte de fleur de satin plantée très en avant sur la tête. Elle était pâle sous son maquillage. Elle a frissonné à nouveau, et elle a dit « Je vais boire quelque chose de chaud pour me réchauffer. » « Au buffet ? » ?»« Non, il n'y aura rien de bon au buffet. Je crois que j'ai aperçu un bar américain pas loin d'ici. » « Vous ne connaissez pas Nantes ? » ?»« J'y suis arrivé ce matin. »« Vous allez pour longtemps à La Roche ? » ?»« Peut-être pour des années, peut-être pour toujours. Cela dépendra de votre ami Monsieur Boquet. » Nous nous étions dirigés vers une des portes dont je lui tins le battant. « Si vous le permettez. » Elle n'a même pas répondu. Tout naturellement, nous avons traversé la place sous l'ondée, nous garant des voitures, courbant les épaules, pressant le pas. « Attendez, je suis arrivé par ici, n'est-ce pas ? C'est donc à gauche. Tout de suite après un coin de rue. Il y a une enseigne lumineuse verte. J'aurais pu aller dîner chez mes amis Gaillard, chez 20 autres qui m'en voulaient chaque fois que je passais par Nantes sans leur rendre visite. Je ne connaissais pas le bar vers lequel elle m'entraînait, et qui était nouveau. Une salle étroite et peu éclairée, aux boiseries sombres, au comptoir flanqué de hauts tabourets. Ce genre d'établissement n'existait pas encore en province au temps de mes études, et je ne m'y suis jamais tout à fait habitué. Un rose, barman. Je bois peu, en général. Et justement, j'avais déjà bu chez Gaillard. L'alcool de framboise est traître, car on ne le sent pas passer, et il n'en titre pas moins ses 60 degrés. Faute de savoir que commander, j'ai demandé un rose aussi. J'aurais préféré, mon juge, ne pas avoir à parler d'elle telle que je l'ai vue ce soir-là. Mais alors, vous ne comprendriez pas, et ma lettre deviendrait inutile. C'est difficile, je vous assure, surtout maintenant. N'est-ce pas, Martine, que c'est difficile? Parce que, voyez-vous, c'était un petit être tellement banal. Elle était déjà juchée sur un des tabourets, et l'on s'y sentait à l'aise.
Elle en avait l'habitude. Cela faisait partie, avec le décor plus ou moins luxueux, de l'idée qu'elle se faisait de la vie. La cigarette aussi. La première à peine finie, elle en allumait une autre, qu'elle marquait pareillement de rouge à lèvres. S'adressait au barman en fermant à moitié les yeux à cause de la fumée. J'ai toujours eu horreur des femmes qui fument en faisant des grimaces. Pas trop de gin pour moi. Elle réclamait des olives. Elle grignotait un clou de girofle. Elle venait à peine de refermer son sac qu'elle l'ouvrait à nouveau pour y prendre son poudrier et son bâton de rouge. Je n'ai jamais vu une femme manier un bâton de rouge sans penser, malgré moi, au sexe d'un chien en chaleur. J'étais agacé et résigné tout ensemble. Puisque je parle de chiens, j'y reviens pour me faire comprendre. J'aime les gros chiens forts et conscients, tranquillement conscients de leur force. J'ai en horreur les roquets toujours en mouvement, qui courent après leur queue et exigent qu'on s'occupe d'eux. Or, elle me faisait penser à un de ces petits chiens-là. Elle vivait pour qu'on la regarde. Elle devait se croire très jolie. Elle le croyait. J'allais oublier qu'elle me l'a déclaré elle-même un peu plus tard. Est-ce que votre ami Boquet est le genre d'homme qui couche avec leur secrétaire? Je ne l'ai rencontré qu'une fois par hasard, et je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Je ne sais pas ce que je lui ai répondu. C'était tellement stupide. Elle n'attendait d'ailleurs pas de réponse. Et il n'y avait que ce qu'elle disait qui l'intéressait. Je me demande ce que tous les hommes ont à me courir après. Ce n'est pas que je sois belle, car je ne le suis pas. Ça doit tenir à une sorte de charme. Un charme qui, en tout cas, n'agissait pas sur moi. Nos verres étaient vides, et j'ai dû en commander d'autres, à moins que le barman nous ait servi d'office. Elle était maigre, et je n'aime pas les maigres. Elle était très brune, et ma préférence va aux femmes blondes. Elle ressemblait enfin à une couverture de journal illustré. C'est bien, La Roche? Vous voyez le genre de question. Pas mal. On s'y ennuie? Si on veut. Il y avait quelques clients dans la salle. Pas beaucoup. Des habitués. Comme toujours, en province, dans ce genre d'endroit. Et j'ai remarqué que, dans n'importe quelle ville, ils appartiennent au même type physique, s'habillent d'une façon identique, se servent d'un même vocabulaire. Elle les regardait les uns après les autres, et on sentait bien qu'elle ne pouvait pas vivre sans être remarquée. Ce qui peut être énervant, ce vieux-là. Lequel? Dans le coin gauche, celui qui porte un complet de sport très clair. D'abord, à son âge, on ne porte pas un costume vert pâle, surtout à cette heure et à cette saison. Il y a 10 minutes qu'il n'arrête pas de me sourire. S'il continue, j'irai lui demander ce qu'il me veut. Puis, après quelques instants, « Sortons, je finirai par lui flanquer mon verre à la figure. » Nous sommes sortis et il pleuvait toujours, comme à Caen, le soir du petit chapeau rouge. Mais, au moment même, je n'ai pas une seule fois pensé à Caen. « Nous ferions peut-être mieux d'aller dîner, » a-t-elle dit. Un taxi passait. Je l'ai arrêté et nous nous sommes trouvés tous les deux dans l'ombre humide, sur la banquette du fond. J'ai noté tout à coup que c'était la première fois que j'étais ainsi dans un taxi, le soir, avec une inconnue. Je voyais vaguement la tache laiteuse de son visage, la pointe rouge de sa cigarette, les 2 fuseaux de ses jambes gainées de soie claire. Je sentais l'odeur de sa cigarette, de ses vêtements et de ses cheveux mouillés. Si émotion il y a eu, et c'est bien vague, c'est à cause de cette odeur de cheveux mouillés. Je ne sais pas si nous aurons de la place à cette heure-ci,
mais c'est chez Francis que nous avons la chance de manger le mieux. Un des meilleurs restaurants de France. Il y a 3 étages de petits salons tranquilles, sans luxe inutile, où maîtres d'hôtel et sommeliers ont tous l'air d'ancêtres, car tous appartiennent à la maison depuis sa fondation. Nous avons obtenu une table à l'entresol, près d'une fenêtre en demi-lune, par laquelle nous voyions les parapluies défiler à nos pieds. C'était assez curieux, d'ailleurs. « Une bouteille de muscadet pour commencer, docteur ?» a proposé Joseph, qui me connaît depuis longtemps. Et elle ? Vous êtes médecin. C'est pour ça que vous me disiez que M. Boquet est votre client ? On ne va pas chez Francis pour se nourrir, mais pour faire un dîner fin. Avec le chevreuil aux morilles, il a fallu prendre un vieux Bourgogne. Puis on nous a servi la fine maison dans des verres à dégustation. Elle parlait sans répit. Elle parlait d'elle. Des gens qu'elle connaissait et qui, comme par hasard, étaient tous des personnages importants. Quand j'étais à Genève, l'an dernier, au Negresco, à Nice, je connaissais son prénom, Martine. Je savais ainsi qu'elle avait rencontré Raoul Boquet par hasard, dans un bar, à Paris. Raoul est un pilier de bar. Et qu'à 1h du matin, il l'avait engagé comme secrétaire. L'idée de vivre dans une petite ville de province m'a séduite. Le croyez-vous ? Comprenez-vous ça ? Quant à votre ami, je l'ai prévenu que je ne coucherai pas avec lui. À 3h du matin, mon juge, c'est moi qui couchais avec elle. Furieusement. Si furieusement qu'elle ne pouvait s'empêcher, parfois, de me lancer à la dérobée un regard où il n'y avait pas seulement de la curiosité et de l'étonnement, mais un véritable effroi. Je ne sais ce qui m'est arrivé. Jamais je ne m'étais déchaîné de la sorte. Vous venez de voir combien bêtement nous avions fait connaissance. Et le reste s'est passé plus bêtement encore. Il y a eu, certainement, un moment, peut-être plusieurs, où j'ai été ivre. Par exemple, je ne retrouve qu'un souvenir confus de notre départ de chez Francis. Auparavant, sous prétexte que c'était là que j'avais fêté autrefois mon doctorat, j'ai exigé, en parlant beaucoup trop fort et en gesticulant, que le vieux Francis vienne en personne trinquer avec nous. Puis je me suis emparé d'une chaise pareille à toutes les chaises de la maison, et je voulais à toute force la reconnaître pour la chaise sur laquelle j'étais assis ce fameux soir. Je vous dis que c'est celle-ci, et la preuve, c'est qu'il y a une entaille sur le 2e barreau. Gaillard en était. Sacré Gaillard. Il va m'en vouloir, car j'aurais dû dîner chez lui ce soir. Vous ne lui direz pas que j'étais ici, Francis. Parole d'honneur. Nous avons marché. C'est moi qui ai exigé de déambuler sous la pluie. Les rues étaient presque désertes, avec des flaques d'eau, des flaques de lumière, des grosses gouttes qui tombaient des corniches et des balcons. Elle marchait mal, à cause de ses talons très hauts, et elle se raccrochait à mon bras. De temps en temps, elle s'arrêtait pour remettre son soulier qui lui sortait du pied. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait un petit bistrot dans ce quartier, tenu par une très grosse femme. Ce n'est pas loin d'ici. Je m'obstinais à le retrouver. Nous pataugions dans le mouillé qui faisait flaque. Et quand nous sommes entrés enfin, les épaules luisantes de pluie, dans un petit café qui était peut-être celui que je cherchais, mais qui en était peut-être un autre, l'horloge réclame, au-dessus du comptoir de zinc, marquait 10h15. Elle marche ? Elle retarde de 5 minutes. Alors, nous nous sommes regardés. Puis, après un instant, nous avons éclaté de rire tous les deux. Qu'est-ce que tu vas raconter à Armande ? J'avais dû lui parler d'Armande. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui dire exactement, mais j'ai vaguement conscience d'avoir fait de l'esprit à son sujet.
Au fait, c'est dans ce petit café, où il n'y avait pas une âme, où un chat était couché sur une chaise, près d'un gros poêle en fonte, c'est dans ce petit café, dis-je, que je me suis rendu compte que nous nous tutoyions. Elle a annoncé, comme elle aurait annoncé une distraction de choix, « Il faut que nous téléphonions à Armande. Vous avez le téléphone, madame ?»« Dans le corridor, à gauche. » Un corridor étroit, aux murs peints en vert acide, qui conduisait au cabinet et qui était imprégné de leur odeur. L'appareil était au mur. Il y avait un second récepteur et Martine s'en était emparée. Nous nous touchions, ou plus exactement, nos vêtements mouillés se touchaient et nos haleines sentaient le calvados que nous venions de boire au comptoir. « Allô ? Le 1251, s'il vous plaît, mademoiselle. Il y a beaucoup d'attente ?» On nous répondait de rester à l'appareil. Je ne sais pourquoi nous rions, mais je me souviens que j'étais obligé de tenir la main sur le micro. Nous entendions les opératrices s'appeler l'une l'autre. « Passe-moi le 1251, mon petit. Est-ce qu'il pleut autant chez vous qu'ici ? À quelle heure as-tu fini ? Allô ? Le 1251 ? Un instant, madame. On vous parle de Nantes. Allô ? Nantes ? Vous avez le 1251. Et tout cela nous amusait. Dieu sait pourquoi. Tout cela nous paraissait d'une gaieté folle. Allô ? C'est toi, Armande ? Charles ? Tu es toujours à Nantes ? Martine me poussait du coude. Figure-toi qu'il y a eu quelques complications. Il fallait que je retourne ce soir à l'hôpital voir mon malade. Tu as dîné chez Gaillard ? C'est-à-dire ? Martine était tout contre mon flanc. J'avais peur de la voir pouffer de rire. Je n'étais pas très fier de moi quand même. Non, je ne voulais pas les déranger. J'avais des courses à faire. Tu as trouvé mes boutons ? Oui, et les jouets pour les petites. Tu es chez Gaillard en ce moment ? Non, je suis encore en ville. Je viens de quitter l'hôpital. Tu couches chez eux ? Je me le demande, vois-tu. J'aime presque autant aller à l'hôtel. Je suis fatigué, et si je les vois, ce sera encore un coup d'1 heure du matin. Un silence. Tout cela, évidemment, ne semblait pas naturel à ma femme. J'ai avalé péniblement ma salive quand elle a prononcé « Tu es seul ? » Oui. Tu téléphones d'un café ? Je me rends à l'hôtel. Au Duc de Bretagne ? Probablement, s'il y a de la place. Qu'as-tu fait des paquets ? Que dire ? Que répondre ? Je les ai avec moi. Essaie de ne rien perdre. À propos, Madame Gringoire est venue ce soir. Il paraît que tu lui avais donné rendez-vous à 9 heures. Elle souffre toujours et elle voudrait absolument t'attendre. Je la verrai demain matin. Tu prends le premier train ? Est-ce que je pouvais faire autrement ? Le train de 6h32, dans l'obscurité, dans le froid, dans la pluie. Et il arrivait souvent, je le savais, que les wagons ne fussent pas chauffés. À demain. J'ai répété, à demain. Je n'avais pas eu le temps de raccrocher que Martine s'écriait. Elle ne t'a pas cru. C'est l'histoire des paquets qui l'a fait tiquer. Nous avons bu un autre calvados au comptoir et nous nous sommes à nouveau enfoncés dans l'humidité noire des rues. C'était la période gaie. Tout nous faisait rire. Nous nous moquions des rares passants. Nous nous moquions d'Armande, de ma cliente, Madame Gringoire, dont j'avais dû raconter l'histoire. De la musique qui sourdait d'une façade éclairée au néon nous a attirés, et nous nous sommes trouvés dans une boîte de nuit étroite et toute rouge. Les lumières étaient rouges, rouge le velours des banquettes, roses les murs sur lesquels étaient peintes des nudités,
rouges enfin les smokings défraîchis d'un orchestre de 5 musiciens. Martine voulait danser, et j'ai dansé avec elle. C'est alors que j'ai vu sa nuque de tout près, une nuque très blanche, la peau si fine qu'on voyait le bleu des veines, avec des petits cheveux mouillés qui frisaient. Pourquoi cette nuque m'a-t-elle ému? C'était en quelque sorte la première chose humaine que je découvrais en elle. Cela n'avait plus aucun rapport avec une couverture de magazine, avec une jeune femme qui se croit élégante. C'était une nuque de jeune fille pas bien portante, et je me suis mis, en dansant, à la frôler de mes lèvres. Quand nous nous sommes assis à notre place, j'ai regardé son visage avec d'autres yeux. Elle avait les paupières cernées. Le rouge artificiel ne dessinait plus qu'imparfaitement ses lèvres. Elle était fatiguée, mais elle ne voulait pas abandonner la partie. Elle voulait coûte que coûte continuer à s'amuser. Demande-leur s'ils ont du whisky. Nous en avons bu. Elle est allée, d'une démarche imprécise, trouver les musiciens pour leur demander un morceau quelconque que je ne connaissais pas, et je la voyais gesticuler. À un autre moment, elle a gagné les lavabos. Elle est restée très longtemps absente. Je me demandais si elle était malade. Je n'osais pas aller voir. Je me rendais compte, maintenant, que c'était une femme et rien d'autre. Une jeune fille de 25 ans sans doute, qui crânait. Elle n'est revenue qu'un quart d'heure plus tard. Un instant, comme elle entrait dans la salle, j'ai vu son visage sans contrainte, et il était là, buriné. Puis, tout de suite, elle s'est remise à sourire. À peine assise, elle a allumé une cigarette. Elle a vidé son verre, non sans un haut-le-cœur qu'elle essayait de me cacher. « Ça ne va pas ?»« Ça va mieux. C'est passé maintenant. Je n'ai plus l'habitude de pareils repas. Comment à boire, veux-tu » Elle était nerveuse, crispée. Les dernières semaines, à Paris, ont été dures. J'avais quitté ma place, bêtement. Elle était allée vomir son dîner. Elle buvait à nouveau. Elle voulait danser encore. Et, à mesure qu'elle dansait, son corps se serrait davantage contre le mien. Et il y avait dans son excitation quelque chose de triste, de forcé, qui n'était pas sans m'émouvoir. Je sentais le désir qui s'emparait d'elle petit à petit, et c'était une sorte de désir que je n'avais jamais rencontré. Elle s'excitait toute seule, mon juge. Comprenez-vous? Ce n'était pas moi, ce n'était même pas l'homme qui comptait. J'ai compris plus tard. À ce moment-là, j'étais troublé, dérouté. Son désir, malgré ma présence, était un désir solitaire. Et son excitation sexuelle était une excitation laborieuse. Elle s'y raccrochait comme pour échapper à un vide. En même temps, tout paradoxal que cela paraisse, elle en était humiliée, elle en souffrait. À un certain moment, tenez, comme nous venions de nous rasseoir et que l'orchestre jouait une musique obsédante qu'elle avait demandée, il lui est arrivé d'enfoncer soudain ses ongles dans ma cuisse. Nous avons beaucoup bu, je ne sais plus combien de verres. À la fin, nous étions les seuls clients dans le cabaret et le personnel attendait notre départ pour fermer. On a fini par nous mettre poliment à la porte. Il était passé 2 heures du matin. Cela m'ennuyait d'aller avec ma compagne au Duc de Bretagne, où l'on me connaissait et où il m'était arrivé de descendre avec Armande et mes filles. Tu es sûr qu'il n'y a plus rien d'ouvert? À part quelques petits boui-boui sur le port. Allons-y. Nous avons pris un taxi, qu'il nous a fallu chercher longtemps. Et dans l'ombre de l'auto, cette fois, elle a collé brusquement ses lèvres aux miennes, dans une sorte de spasme de tendresse, sans amour. Elle ne repoussait pas ma main que j'avais posée sur sa hanche,
et je la sentais toute maigre, toute brûlante sous ses vêtements mouillés. Il nous est arrivé ce qui arrive toujours en pareil cas. La plupart des petites boîtes que nous cherchions étaient fermées, ou fermées justement à notre arrivée. Nous sommes entrés dans un bal populaire à l'éclairage sinistre, et j'ai vu les narines de Martine qui frémissaient parce que tous les hommes la regardaient et qu'elle se figurait sans doute qu'il y avait du danger. « Tu danses ?» Elle les défiait du regard, de ses lèvres entr'ouvertes. Ses cuisses se collaient aux miennes d'autant plus étroitement qu'elle s'imaginait sentir leur désir. On nous servit du mauvais alcool qui nous écœurait. J'avais hâte de m'en aller. Je n'osais pas trop insister, parce que je savais ce qu'elle aurait pensé. En fin de compte, nous sommes entrés dans un hôtel de second ordre. Un hôtel moyen, plus exactement, banalement terne, où il y avait encore de la lumière et où le gardien de nuit, tripotant les clés du tableau, a murmuré « Une chambre à 2 lits ?» Elle n'a rien dit. Moi non plus. J'ai seulement recommandé qu'on nous éveille à 6h moins le quart. Je n'avais pas de bagages. Ceux de Martine étaient à la consigne de la gare et nous n'avions pas pris la peine d'aller les chercher. La porte refermée, elle m'a dit « Nous coucherons chacun dans un lit, n'est-ce pas ?» J'ai promis. J'y étais fermement décidé. Il y avait une toute petite salle de bain dans laquelle elle est entrée la première, en me recommandant « Couchez-vous toujours ». En l'entendant aller et venir, ouvrir et fermer les robinets, j'ai eu soudain, mon juge, une étrange sensation d'intimité. Une sensation d'intimité, vous le croirez si vous le pouvez, que je n'ai jamais eue avec Armande. Je me demande si j'étais encore saoul. Je ne le crois pas. Je me suis déshabillé et je me suis glissé sous les draps. Comme elle tardait à venir et que je pensais qu'elle était peut-être encore malade, j'ai demandé à voix haute « Ça va ?»« Ça va », a-t-elle répondu. « Vous êtes couché ?»« Oui. »« Je viens. » J'avais éteint les lumières de la chambre, par discrétion, de sorte que, quand elle a ouvert la porte de la salle de bain, elle n'était éclairée que de dos. Elle m'a paru plus petite, plus maigre encore. Elle était nue et elle tenait une serviette devant elle, sans ostentation, je dois le reconnaître, avec même beaucoup de simplicité. Elle s'est retournée pour éteindre, et j'ai vu son dos nu, avec la colonne vertébrale qui saillait, la taille très étroite. Les hanches, par contre, beaucoup plus fortes que je n'avais imaginé. Cela n'a duré que quelques secondes. C'est une image qui ne m'a jamais quitté. J'ai pensé, ou à peu près, une pauvre petite fille. Je l'entendais qui tâtonnait dans l'obscurité pour trouver son lit, et s'y coucher. Elle a murmuré gentiment « Bonne nuit ». Puis elle a remarqué « Il est vrai que nous n'avons pas grand temps à dormir. Quelle heure est-il » ? Je ne sais pas. Attendez que j'allume. Je n'avais que mon bras nu à étendre. Ma montre était sur la table de nuit. 3h30. Je voyais des cheveux épars sur le blanc cru de l'oreiller. Je voyais la forme de son corps couché en chien de fusil. J'ai même remarqué, en dépit des couvertures, que, comme beaucoup de petites filles, elle dormait avec les mains jointes entre ses cuisses, au plus chaud de son intimité. J'ai répété « Bonne nuit. Bonne nuit. » J'ai éteint et nous ne dormions pas. 2 ou 3 fois en l'espace d'un quart d'heure, elle s'est retournée tout d'une pièce en soupirant. Je n'ai rien prémédité, mon juge. Cela, je vous le jure. À certains moments même, j'ai cru que j'allais trouver le sommeil. Je commençais à m'assoupir.
Et c'est alors, justement, que je me suis levé d'un bond et que je me suis dirigé vers le lit voisin. Mon visage, mes lèvres ont cherché les cheveux sombres, et j'ai balbutié « Martine ». Peut-être que son premier mouvement était pour me repousser. Nous ne pouvions pas nous voir. Nous étions aveugles, tous les deux. J'ai rejeté la couverture. Comme dans un rêve, sans réfléchir, sans penser, sans savoir au juste ce que je faisais, d'un geste irrésistible, je l'ai pénétré, d'un seul coup. Au même instant, j'ai eu l'impression d'une révélation. Il m'a semblé que, pour la première fois de ma vie, je possédais une femme. Je l'ai aimée furieusement, je vous l'ai dit. J'ai aimé tout son corps à la fois, dont je sentais les moindres frémissements. Nos bouches n'en faisaient qu'une, et je mettais une sorte de rage à vouloir m'assimiler cette chair, qui, un peu plus tôt, m'était presque indifférente. Je retrouvais, en plus violent, ces frémissements du cabaret éclairé en rouge. Je participais presque à sa mystérieuse angoisse que j'essayais de comprendre. Si nous étions en tête-à-tête, mon juge, j'aimerais vous donner des détails, à vous seul, et je n'aurais pas l'impression d'une profanation. Par écrit, j'aurais l'air de me complaire à évoquer des images plus ou moins érotiques. J'en suis si loin. Avez-vous jamais eu la sensation que vous étiez sur le point d'atteindre à quelque chose de surhumain? Cette sensation, je l'avais, cette nuit-là. Il me semblait qu'il ne tenait qu'à moi de crever je ne sais quel plafond, de bondir soudain dans des espaces inconnus. Et cette angoisse qui montait, chez elle, cette angoisse que, même médecin, je ne m'expliquais pas autrement que par un désir similaire au mien. Je suis un homme prudent, ce qu'on appelle un homme honnête. J'ai une femme et des enfants. S'il m'est arrivé de chercher l'amour ou le plaisir ailleurs que chez moi, jamais, jusque-là, je n'avais risqué quoi que ce fût qui pût compliquer mon existence familiale. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Or, avec cette femme que je ne connaissais pas quelques heures plus tôt, je me comportais, malgré moi, en amant complet. Je me comportais en bête. Ma main, soudain, parce que je ne comprenais plus, a cherché la poire électrique. Je l'ai vue dans la lumière jaune, et je ne sais si elle s'est rendue compte que son visage était désormais éclairé. Il y avait dans tout son être, mon juge, dans ses yeux fixes, dans sa bouche ouverte, dans ses narines pincées, une angoisse intolérable. En même temps, essayez de bien me comprendre, qu'une volonté non moins désespérée d'y échapper, de crever la bulle, de crever le plafond à son tour, d'être délivré, en un mot. J'ai vu monter cette angoisse jusqu'à un tel paroxysme que ma conscience de médecin s'en effrayait, et que je me suis senti soulagé quand soudain, après une dernière tension de tous ses nerfs, elle est retombée comme vide. Découragé, son cœur battant si fort sous son petit sein que je n'avais pas besoin de la toucher pour en compter les palpitations. Je l'ai fait, pourtant. Manie de toubib. Crainte, peut-être, des responsabilités. Son cœur battait à 140. Ses lèvres sans couleur étaient entr'ouvertes sur des dents blanches, de la blancheur des dents de morte. Elle a balbutié quelque chose comme « Je ne peux pas ». Et elle a essayé de sourire. Elle a saisi ma grosse main. Elle s'y est raccrochée. Nous sommes restés longtemps ainsi, dans le silence de l'hôtel, à attendre que ses pulsations redeviennent à peu près normales. Donne-moi un verre d'eau. Elle n'a pas pensé à se recouvrir, et vous ne pouvez pas savoir à quel point je lui en suis reconnaissant. Tandis que je lui tendais le verre en lui soutenant la tête,
j'ai vu, sur son ventre, une couture encore fraîche, une cicatrice d'un vilain rose qui le traversait verticalement. Voyez-vous, cette cicatrice-là, pour moi, médecin, c'était un peu ce qu'est pour vous, juge, un extrait de casier judiciaire. Elle n'essayait pas de me la cacher. Elle balbutiait « Mon Dieu, que je suis donc fatigué !» Et deux grosses larmes brûlantes me jaillissaient des paupières.